Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de Fonds et j'accueille aujourd'hui sur le plateau Gilles Moec, chef économiste du groupe AXA et responsable de la recherche d'AXA Investment Manager. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors nous sommes ensemble pour parler d'une tendance de fonds mais sans S à fond cette fois-ci puisque nous allons parler avec vous de transition écologique et faire le bilan avec vous Gilles de cette COP26 qui s'est achevée récemment à Glasgow afin de mieux comprendre quelles leçons l'investisseur individuel doit en tirer. Est-ce que pour commencer, parce que ce n'est pas toujours très simple de savoir ce qui s'est dit et ce qu'on doit en conclure. Vous pouvez faire pour nous la synthèse, nous expliquer un petit peu le dessous des cartes, Gilles, de cette COP26. Bon, je pense qu'il y avait deux grands objectifs en fait à cette COP26. La première, c'était de renforcer les objectifs des États membres en matière de décarbonisation, c'est-à-dire d'obtenir de leur part des objectifs plus ambitieux en termes de vitesse d'achèvement du net zéro d'ici 2050 pour les Européens et les Américains, 2060 pour les Chinois, 2070 pour les Indiens. Donc on n'a déjà pas tous les mêmes objectifs. On n'a pas tous les mêmes objectifs et normalement, les accords de Paris, donc signés en 2015, forcent les États membres à sortir de nouveaux objectifs tous les 5 ans. Alors, donc objectifs en soi, mais derrière, on leur demandait également les moyens d'arriver à ces objectifs. Et c'est là-dessus que les résultats ont été assez peu tangibles. On a eu des progrès sur quelques politiques sectorielles, sur la forêt en particulier, sur la déforestation. C'était important d'avoir la signature du Brésil, gros gestionnaire forestier, gros acteur évidemment, et donc d'avoir la signature du Brésil, c'était important. On a eu aussi un accord assez important parce qu'il va s'appliquer très vite sur les émissions de méthane, qui est un des sous-produits en particulier lors de l'émission de gaz et de pétrole. Donc ça, c'est assez tangible. Et puis tout le reste, ça manque de concret. Ça manque de concret. Pour plusieurs raisons. Je pense que la raison principale, c'est qu'il y a toujours, et ça dure depuis des années, un conflit latent entre les économies matures et les économies émergentes. En gros, ce que disent les économies émergentes, c'est nous n'avons pas contribué au réchauffement climatique jusqu'à maintenant. C'est votre responsabilité. Voilà. Donc des pays comme l'Inde, par exemple, qui a été très vocal sur ce sujet-là, dit écoutez, nous, on a besoin d'un peu plus de temps, c'est normal, puisqu'on a très peu contribué jusqu'à présent aux émissions de gaz à effet de serre. Donc eux, par exemple, ont cet objectif net zéro en 2070, mais ça a aussi un impact sur le contenu des politiques. Parce qu'évidemment, si votre objectif est très lointain, vous n'êtes pas très tangible sur les mesures à prendre. Donc ça a été l'un des soucis. Ça fait des années que ça dure, ça ne se règle pas. Et puis le deuxième souci, c'est qu'au même moment où les gouvernements négociaient à Glasgow, on a eu plutôt des mauvaises nouvelles sur les premières mesures qui devaient passer les barrières législatives. Et le plus bel exemple, belle n'est pas le bon adjectif, le meilleur exemple, le plus triste exemple, c'est celui de l'effort de décarboner la production électrique aux États-Unis. Dans cette contribution à la décarbonisation générale qui a été produite par les Américains à Glasgow, il y avait cette idée d'avoir de l'électricité totalement net zéro dès 2035. Et l'une des mesures qui allait leur permettre d'y arriver, c'était ce qu'on appelait le Clean Electricity Payment Program, qui était en fait un système de bonus-malus sur les producteurs d'électricité en fonction de la teneur en carbone de leur production. C'est-à-dire que si vous utilisez trop de charbon, vous payez un malus, etc. C'est ce qui se rapprochait le plus d'un prix du carbone comme on l'a par exemple en Europe. Et ça a échoué alors qu'on était en pleine COP à Glasgow, parce que Biden n'a pas réussi à le faire passer devant le Congrès. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu en particulier l'opposition du sénateur Manchin, qui vient d'un État très charbonné et qui n'a pas voulu que cela passe. Donc en vraie grandeur, on a vu pendant la COP ce conflit, des engagements, les objectifs et la difficulté. Bien réel de l'engagement. Blablabla. Ça, c'est l'onomatopée très simple et de la jeune activiste Greta Thunberg pour résumer cette COP26. Quand je vous écoute, je me dis, est-ce que sur le fond, elle n'a pas un peu raison ? Alors, il n'y a pas que du blabla. Bon, alors, c'est là où il faut être quand même mesuré. Alors, j'ai parlé de la forêt, j'ai parlé du méthane. Donc là, on a quand même des avancées tangibles, des engagements qui sont quand même très forts avec un horizon assez court de la part des États membres. Donc ça, c'est positif. Et puis, on a la session de rattrapage de 2022. C'est-à-dire que, comme on n'arrivait pas
à extirper de beaucoup d'États membres des objectifs suffisamment forts. Ouais. On s'est donné rendez-vous en novembre 2022 à Sharm el-Sheikh, qui sera la COP 27, en demandant aux États membres de produire de nouveaux objectifs, de nouveaux plans. Donc on a cette session de rattrapage fin 2022, et ça n'est pas que du vent, au sens où... Parce qu'on pourrait se dire, allez, on se refixe une réunion, on se reparle dans un an. On se reparle dans un an. C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a quand même un coût pour les gouvernements, il y a un coût en matière vis-à-vis de leur opinion publique, vis-à-vis de l'opinion publique mondiale, vis-à-vis de leurs pairs. Donc ne pas avoir délivré à Glasgow, ça n'est pas forcément un élément positif pour les gouvernements. Donc on peut espérer qu'en novembre 2022, on aura des choses un peu plus tangibles. Bon, parmi les solutions évoquées, on en a parlé avec ce système d'ailleurs un petit peu de bonus-malus, pour limiter le réchauffement climatique, on parle forcément beaucoup de taxer les entreprises qui sont des gros émetteurs de carbone. Est-ce que selon vous, finalement, cette approche coercitive est une solution efficace? Est-ce que c'est la meilleure? C'est une solution nécessaire, mais ça ne peut pas être la seule solution. Nécessaire, mais pas suffisante. Nécessaire, mais pas suffisante. Et l'un des problèmes en fait, de ce type d'approche, c'est que la taxation carbone, c'est un bâton, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, si vous êtes trop carboné, si vous n'allez pas suffisamment vite dans la décarbonisation, vous allez être pénalisé. Il y a un volet qui, moi, me paraît de plus en plus intéressant, qui est le volet de l'accompagnement de l'investissement. Et ça devient là aussi de plus en plus tangible, en particulier dans l'Union européenne. Et là, il faut se faire un peu il faut se féliciter de ce que fait l'Union, parce que je pense qu'on est vraiment très en avance par rapport à d'autres régions. Le programme de nouvelle génération qui a été lancé l'année dernière pour répondre à la crise pandémique est fondé sur une part de 30% des financements alloués aux États membres et mutualisé en termes de dette au niveau de l'ensemble de l'Union européenne, 30% doit aller vers des projets de transition écologique. Donc, ça commence à faire de l'argent. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de l'Italie, qui va utiliser à plein les ressources du pacte Nouvelle Génération, ça peut produire une augmentation de leur investissement de l'ordre de 6 points de PIB. Donc là, on parle Là, c'est tangible. Ça commence à faire quelques milliards. Ouais. Donc les choses avancent. Donc, moi, je pense qu'on peut arriver à quelque chose de relativement équilibré. La carotte et le bâton, certes de la taxation carbone pour inciter les producteurs et les consommateurs à aller vers des produits de moins en moins carbonés, mais aussi avec un accompagnement de l'investissement. On retrouve aussi cette notion que vous avez abordée dans votre première réponse de différence de point de vue entre les pays en développement et les économies matures, puisque toujours dans cette logique, on parle aussi beaucoup d'une taxe carbone qui se situerait au niveau européen, et puis finalement on viendrait taxer les produits importés qui ne respecteraient pas les nouveaux objectifs ambitieux qu'on s'est fixés. Ça revient assez souvent sur le devant de la table. Là aussi, est-ce que c'est une option qui mérite considération, ou est-ce que c'est pas forcément... Je pense qu'on y va. Je pense que c'était une proposition très marginale il y a encore quelques années. Elle est devenue très mainstream. C'est la position officielle de la plupart des gouvernements européens. C'est la position officielle de la Commission européenne. C'est une approche qui peut être assez compliquée à mettre en œuvre politiquement. Le projet de la Commission européenne est assez intéressant. Si vous regardez les 3 pays qui seraient les plus durement touchés par cette augmentation de la taxe à l'entrée, vous trouvez dans l'ordre la Russie, la Turquie et la Chine. Donc voilà, ça peut créer un moment géopolitique un tout petit peu compliqué. un peu tendu. Mais pour moi, c'est le type d'instrument qui est utile même lorsqu'il ne sert pas. C'est-à-dire que parler de plus en plus clairement de taxes à la frontière carbone, c'est envoyer un message vers les pays émergents qui rechignent à aller suffisamment vite en matière de décarbonisation pour leur dire attention, il n'y a pas de repas gratuit, vous ne pourrez pas accéder dans les conditions dans lesquelles vous y accédez aujourd'hui à des marchés matures en Europe et peut-être dans le futur aux États-Unis si vous ne faites pas un effort de décarbonisation. Est-ce que paradoxalement, Gilles, ça ne nous ramène pas à plus de protectionnisme à une époque de crise sanitaire où on a découvert qu'on était extrêmement interdépendants? Oui, moi je ne crois pas beaucoup à cette idée d'une déglobalisation générale. Je crois que d'ailleurs, de 2020, ça a été la démonstration de la nécessité absolue de capacités de production diversifiées au niveau mondial. Sans la Chine, pour être très clair, en 2020, on n'aurait pas répondu à la crise pandémique très facilement. Donc moi, je ne crois vraiment pas à cette déglobalisation. On peut arriver à la division de l'économie mondiale en sphères d'influence, une sphère d'influence américaine et chinoise, mais déglobalisation au sens strict, je n'y crois pas beaucoup. Donc comment on concilie tout ça? Comment on concilie tout ça?
Je pense que là, c'est l'un des rares, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est l'un des rares points sur lequel quand même on devrait réussir à trouver un point d'accord entre des gens qui, sinon, ne s'entendent pas beaucoup. Un des éléments aussi, lorsqu'on parle de blabla, qui a quand même été, sur le plan symbolique, au moins quelque chose de positif à la COP, c'est le fait qu'il y a eu ces déclarations conjointes américano-chinoises, pas très détaillées, pas très tangibles, mais quand même que ces deux superpuissances qui clairement sont maintenant en compétition antagoniste sur le leadership mondial, parviennent quand même à produire un texte conjoint sur la lutte contre le réchauffement climatique. Je pense que ça, c'est un signe positif. Et donc voilà, ces mesures de taxes à la frontière, encore une fois, elles sont d'autant plus intéressantes qu'elles sont des incitations et qu'elles n'auront, on l'espère, pas besoin en fait d'être mises en place. Bon, Gilles, pour finir, il faut quand même parler du contexte dans lequel on évolue actuellement. On a cette reprise de la crise sanitaire avec ce variant Omicron. On a une inflation présentée comme transitoire, puis transitoire qui dure, avec des perspectives de croissance économique qui sont peut-être moins fortes qu'attendues dans certaines régions du monde. Et à côté de ça, des indices boursiers qui, malgré leur correction récente, restent à des niveaux records. Est-ce qu'il n'y a pas là une dissonance pour l'investisseur individuel et par voie de conséquence? Comment vous voyez s'amorcer cette année 2022? Moi, je ne crois pas qu'il y ait en fait une telle dissonance entre les marchés et la situation économique fondamentale. Alors, je suis macroéconomiste, donc normalement, ma vue, c'est toujours, ah là là, le marché s'emballe, la situation fondamentale n'est pas si belle, etc. Ça, oui. Mais là, j'ai plutôt envie de dire, de parler un peu de l'inverse, parce que d'abord, sur ces risques à la baisse sur la croissance, honnêtement, remettons-nous dans la situation d'octobre 2020. Si on a vu cette conversation en novembre 2020, sur les perspectives de croissance, et que je vous aurais dit, voilà, le gouvernement français réfléchit à réviser sa prévision de croissance à la hausse à 6%. Voilà, je pense qu'on aurait acheté tout de suite ce scénario-là. Donc, je leur dis, non, ce sera sans doute 3, Gilles. Ce sera sans doute 3, exactement. Eh bien non, ça sera sans doute 7. Donc la reprise, la sortie du pic pandémique a quand même été incroyablement plus forte, plus ferme que ce qu'on pensait. Point numéro 1. Point numéro 2. Oui, il y a une résurgence de la pandémie dans des pays qui jusqu'à présent ont été très largement épargnés, c'est le cas de l'Allemagne. Mais ce qu'on a quand même pu constater depuis le début de la pandémie, c'est qu'à chaque nouvelle vague, le coût macroéconomique a été plus faible que lors de la vague précédente. Pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus adapté, on est de mieux en mieux armé en fait pour gérer, on a les vaccins. Et puis même les entreprises se sont organisées d'une manière qui leur permet de faire face à ces chocs-là. Troisième élément, les politiques macro. Parce que, certes, on commence à discuter du début du commencement du soupçon, d'une normalisation des politiques monétaires. Voilà, mais c'est un ralentissement des achats d'actifs. C'est pas une situation dans laquelle les banques centrales réduiraient la taille de leur bilan et donc produiraient un choc sur la liquidité globale. C'est moins de flux, mais... C'est moins de flux, mais un stock qui reste élevé et qui ne va pas diminuer, je pense, avant longtemps. Et lorsqu'on essaye de faire des modèles un peu robustes sur les prix d'action, on s'aperçoit que ce qui compte, c'est le stock. C'est-à-dire que tant que la Fed et plus tard la BCE ne vendent pas les actifs qu'ils ont achetés, il n'y a pas de raison d'avoir de correction. Alors, il n'y a pas non plus de raison d'espérer forcément beaucoup plus de progression. Le CAC a 1000 dans 6 mois. Voilà, je pense que là, tout ça commence à être un peu topiche, mais on revient dans une situation dans laquelle on oublie un peu chaque mois ces flux supplémentaires. Donc oui, ça va s'affaisser un petit peu, mais ce n'est pas une correction, c'est une progression moins vive. Et on retrouve des fondamentaux avec, par exemple, la situation de profitabilité des entreprises qui est bonne. Donc voilà, moi je ne m'attends pas à des records nouveaux, brillants, magnifiques en 2022, mais je ne crois pas non plus à la correction. Bon ben voilà, un chef économiste plutôt optimiste pour cette année 2022. Merci beaucoup Gilles Mouek d'avoir fait le point avec nous sur cette COP26 et sur ce qui nous attend en 2022 l'année prochaine. Merci. C'est moi. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.